La partie 1 de cette vidéo est sortie il y a pratiquement 2 ans et vous avez été nombreux à me demander une partie 2. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les trésors cachés à Londres, partie 2. Ces 2 dernières années, j'ai eu la chance de participer à plusieurs tours guidés dans la ville. J'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes l'organisateur de ce voyage. Donc dans cette vidéo-ci, j'ai carrément décidé de vous mettre une liste de fun facts à chaque fois en fonction des endroits que je vais vous présenter. Comme ça, vous pourrez étaler votre culture aux personnes qui vous accompagneront. Ils ne reviendront pas de tout ce que vous savez sur la ville. Je fais également des vlogs à Londres où j'essaie de vous donner le plus de bonnes adresses possibles pour faciliter votre voyage ici, ou si vous êtes des abonnés à l'Eurostar et au fait de venir à Londres, je vous donne des bonnes adresses de restaurants ou de choses à voir qui ne font pas nécessairement partie d'un itinéraire classique de voyage à Londres. N'hésitez pas à également aller regarder ça. Si vous-même vous avez des trésors cachés que vous voulez ajouter à la liste et informer les gens qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ce sera utile à la communauté et également à moi si jamais je ne connaissais pas cet endroit-là, parce que dans cette ville, il y a toujours quelque chose d'autre à découvrir, donc je serais ravie que vous partagiez ça en commentaire. Alors le premier itinéraire, c'est un itinéraire qui vous prendra certainement une demi-journée et si vous voulez également vous arrêter manger, il y aura 2 endroits que je vais vous présenter ici. Tous ces points-là, ils restent dans le même coin et je vais vous les énumérer dans un ordre qui a une logique dans un itinéraire. Donc je vous ai déjà tracé un parcours. Alors le premier itinéraire, ça tourne autour de la City of London. Attention, ça ne veut pas dire la ville de Londres. La City of London, c'est le quartier financier. Et d'ailleurs, quand on se balade dans la City of London, il y a énormément de grands buildings, limite gratte-ciel, tout en vert, et parfois comme ça, il y a une église qui pop de on sait pas trop où. Et le premier point pour commencer la journée, c'est la Darwin Brasserie. Et je vous propose d'aller petit déjeuner là pour commencer ce tour, puisqu'elle n'est pas située dans n'importe quel endroit. Elle est dans le bâtiment qu'on appelle le Walkie Talkie, donc le Talkie Walkie, dont le nom officiel est le Fenchurch Building, parce que c'est sur la rue de Fenchurch, tout simplement. Cette brasserie, elle est localisée en fait tout au-dessus de ce building au Sky Garden. C'est comme son nom l'indique, un jardin dans le ciel, puisque c'est une espèce de serre, de petite oasis. Et si vous allez petit déjeuner là, vous allez avoir la vue imprenable sur Londres, mais également un accès à ce Sky Garden, auquel vous pouvez accéder de toute façon, mais le truc c'est qu'il y a souvent une file pour accéder au Sky Garden, alors que là, en allant à la Darwin Brasserie, vous allez juste passer toute la file, parce que vous allez à un restaurant, en l'occurrence, dans le Sky Garden. Donc vous avez la vue, vous pouvez profiter du Sky Garden, c'est autant de temps que vous voulez pour vous balader là-dedans. Il y a également un restaurant juste au-dessus de la Darwin Brasserie. Et au Sky Garden même, il y a un bar qui fait également coffee shop. Donc il y a vraiment tout ce qu'il vous faut à cet endroit-là. Et c'est très chouette pour commencer la journée, pour commencer cet itinéraire, d'aller petit déjeuner avec la vue sur Londres. Donc le premier stop, c'est la Darwin Brasserie pour le petit déjeuner. Et le deuxième, c'est le Sky Garden. Donc vous descendez quelques marches de la Darwin Brasserie et vous êtes dans ce jardin botanique dont les plantes nécessitent un minimum d'entretien. Pour le premier fun fact par rapport à ce Fenchurch Building, donc le Talkie Walkie, au lieu de l'appeler un skyscraper, on l'appelle un fry scraper. Fry, ça veut dire frit. Parce que quand il a été construit initialement, il y avait un petit défaut d'ingénierie qui a fait qu'il a chauffé le sol à 117 degrés Celsius et il a fait fondre la carrosserie d'une Jaguar qui était garée en dessous du building. Donc bien sûr, ça a été arrangé, mais c'est pour ça que maintenant on l'appelle le Fry Scraper. Donc voilà le premier petit fun fact que je vous pose là pour avoir la classe quand vous raconterez cette anecdote. Le troisième stop sur notre itinéraire, il s'agit du Leadenhall Market. Alors c'est un marché couvert qui, à son origine, était un marché spécialisé en volaille. Mais vous pensez bien que sa localisation est tellement stratégique que c'est pas resté un marché pour la volaille pendant très longtemps. Maintenant c'est devenu donc toujours un marché couvert, mais avec des boutiques de luxe dedans. C'est une galerie vraiment somptueuse. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Harry Potter, il y a une scène très très connue qui a été filmée dans ce Leadenhall Market. Et c'est la scène où Hagrid et Harry arrivent au chaudron baveur pour la première fois. Quatrième stop, les murs romains. Alors là, il y en a un petit peu partout dans la ville, mais principalement dans la City de Londres, comme on y est déjà, pourquoi pas aller voir les vestiges des murs romains. Comme vous le savez, l'Angleterre et Londres ont été sous la domination romaine pendant quelques siècles, et on retrouve des vestiges romains, dont des vestiges de remparts romains qui sont maintenant protégés, mais à ciel ouvert quand même. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos d'un des murs assez connus. D'ailleurs, petit fun fact par rapport aux gares de métro à Londres, il y en a beaucoup qui finissent par le mot gate. Donc on a Moorgate, Aldgate. Et en fait, le mot gate, à chaque fois, c'est pour faire référence aux murs romains qui passaient par là. Puisqu'une gate, c'est une porte, et en fait, c'était là que se situaient les portes des remparts romains de l'époque. Et d'ailleurs, ces remparts romains, ils ont servi justement à défendre la ville de Londonium, enfin, ce qui allait devenir Londres, au Xe siècle pour essayer de repousser les Vikings. Ensuite, toujours pour rester sur le thème de la domination romaine, on a le Guildhall Yard avec l'amphithéâtre romain. Guildhall Yard, c'est en fait une place qui, comme le dit, c'est là que se rassemblaient les guildes, donc les différents commerçants. Et maintenant, il y a un très beau musée qui est gratuit d'accès.
Si vous descendez les marches de ce musée, il y a des vestiges d'un amphithéâtre romain qui est d'accès au public gratuitement. C'est vraiment une dinguerie Londres pour ces musées gratuits. Cet amphithéâtre, il a été oublié pendant des siècles, jusqu'à ce qu'on le retrouve en 1988. Oui, il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Le 6e point que je voudrais vous présenter, c'est un de mes préférés, parce qu'il est vraiment pas connu, mais je suis sûre que vous allez verser une petite larme. C'est le Portsmouth Park avec son mur de sacrifice héroïque. En fait, c'est un chouette petit parc qui, de prime abord, paye pas de mine, mais quand vous allez dedans, il y a une espèce de petit préau qui abrite je pense que c'est des petites plaques en bois. Et en fait, dessus sont écrites des petites histoires de gens qui se sont sacrifiés de manière héroïque. Donc quand je dis sacrifiés, des gens qui y sont restés. Donc ce sont des gens qui ont perdu la vie en faisant un acte héroïque. Il y a plein de petites histoires avec des dates. Ça a souvent rapport avec le feu parce que les incendies étaient très courants dans le passé à Londres. Vous pourrez lire dans ce mémorial, c'est par exemple l'histoire de Sarah Smith qui avait 8 ans et qui a perdu la vie en sauvant son amie d'un incendie. Je trouve que ce mémorial, c'est vraiment quelque chose de rare et c'est aussi une partie de l'histoire de Londres, surtout avec tous ces incendies. Et c'est une manière forcément de célébrer ces personnes qui se sont sacrifiées. Notre 7e stop, c'est le Golden Boy of Pye Corner. Alors, c'est vraiment au coin d'un building dans la City de Londres. C'est une toute petite statue dorée qui représente un petit garçon, un petit glouton. Et pourquoi est-ce que c'est mis à cet endroit-là et pourquoi c'est un petit glouton? Tout simplement, c'est l'endroit où s'est arrêté le grand incendie de Londres en 1666. Et pourquoi est-ce que c'est un petit glouton? Eh bien, c'est en référence à l'endroit où s'est déclenché le feu à la base, qui était une boulangerie. En passant par là, la boulangerie, elle était elle-même sur Pudding Lane. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont vu dans le fait que l'incendie s'est déclenché dans une boulangerie une référence aux 7 péchés capitaux de la religion chrétienne, et en l'occurrence ici à celui de la gloutonnerie / gourmandise. Donc voilà pourquoi c'est un petit glouton à cet endroit-là, puisque c'est là où s'est arrêté le grand incendie de Londres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là sans savoir ce que c'est, ou sans nécessairement s'y intéresser, parce qu'elle n'est pas très visible, il est tout petit et il est en hauteur, donc ça passe un peu inaperçu. Finalement, c'est une belle référence à non seulement ce qui s'est passé à Londres, mais aussi comment ça a été interprété. Le 8e endroit, c'est St Dunstan in the East. Alors ça, c'est un endroit qui était juste derrière mon premier boulot à Londres. Et c'est en fait une ancienne église qui a été détruite pendant le Blitz. Et maintenant, c'est devenu un jardin / un parc accessible au public. D'ailleurs, quand je travaillais dans la City, c'était un endroit où on allait souvent prendre une pause. Ensuite, un peu plus loin de la City, mais quand même, on va dire toujours dans ce côté est, il y a St Catherine Docks, donc comme son nom l'indique, ce sont des docks. C'est très sympa d'y aller faire un tour, surtout un samedi. Évitez d'y aller le dimanche, il n'y a pas trop d'activités le dimanche. Il y a de très belles péniches, de chouettes coffee shops. Et pour le fun fact, c'est un endroit où il y a plusieurs scènes des James Bond qui ont été filmées. Pour finir cet itinéraire, je vous propose d'aller au Gherkin. Ça, c'est une expérience que j'ai faite très récemment avec mes amis. On est allé prendre un afternoon tea. Alors, c'est un petit peu coûteux, ça coûtait 65 livres sterling. Et bien sûr, il faut s'y prendre un peu en avance pour réserver. Ça donne vraiment une vue imprenable sur la ville. Et si justement vous vouliez faire un afternoon tea, je peux vraiment que vous conseiller celui-là. Parce que ça vous donne une vue. Vous entrez dans un des bâtiments les plus iconiques de la ville. Et pour finir, vous prenez un afternoon tea en Angleterre, à Londres, qui est forcément le pays de ce genre d'activité. Donc c'est 3 en 1, 65 livres, ça peut valoir l'expérience. Pour le deuxième itinéraire, je voudrais vous emmener du côté de Trafalgar Square, Covent Garden, donc un peu à l'est de Piccadilly Circus, cette zone-là. Et on va commencer par Trafalgar Square, donc pas Trafalgar Square lui-même, mais la statue de Charles Ier. Donc elle est située un peu au sud de Trafalgar Square et elle sert un peu de rond-point en fait, à cet endroit-là. Et cette statue de Charles Ier, c'est en fait le point géographique de Londres. Enfin en tout cas, ça l'était à l'époque où elle a été érigée. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement le centre géographique? Eh bien, c'est à partir de là que vont commencer à partir tous les différents codes postaux. Alors c'est un truc très typique anglais qui n'est pas nécessairement connu en France, en Belgique ou tout simplement en dehors de l'Angleterre. Mais en fait, les codes postaux en Angleterre ont un sens géographique déjà dans leurs 2 ou 3 premiers caractères. Par exemple, si vous habitez dans le nord, votre code postal va commencer par la lettre N. Et ensuite, ça va être suivi d'un chiffre ou d'un nombre qui sont en fait le nombre de miles à partir de la statue de Charles Ier à Trafalgar Square. Donc si vous habitez à 3 miles au nord de cette statue, votre code postal va commencer par N3. Si vous habitez par exemple à 5 miles dans le sud-est de cette statue, votre code postal va commencer par SE et puis 5. Alors maintenant, on est d'accord que c'est plus du tout le centre de Londres parce que Londres s'est étendu un petit peu dans tous les sens, mais on garde quand même ce point-là comme premier centre géographique de la ville. Ensuite, tant que vous êtes comme ça sur la zone de Trafalgar Square, il serait intéressant de regarder les feux de circulation. Alors pourquoi regarder les feux de circulation, vous me direz? Eh bien tout simplement parce que sur Trafalgar Square, chaque année, vers juin-juillet, il y a le week-end de la Pride. Et pour marquer le coup géographique, c'est l'endroit où on fête la Pride chaque année, les feux de circulation, c'est plus un petit bonhomme, mais c'est par exemple 2 personnes du même sexe ensemble sur les feux de circulation. Et ils en ont chacun un différent. Donc c'est très drôle d'aller chasser un petit peu toutes les références
à la Pride Week sur Trafalgar Square. Donc je vous invite à y être attentif, surtout que même si vous regardez ma vidéo mais vous comptez pas spécialement faire l'itinéraire, vous allez certainement passer par Trafalgar Square pendant votre voyage à Londres, donc soyez attentifs à ça. Ensuite, si vous allez en direction de Charing Cross à partir de Trafalgar Square et que vous descendez à droite, vous allez trouver la maison de Benjamin Franklin. Donc Benjamin Franklin, il y a vécu pendant 16 ans et il a fait pas mal d'expériences sur l'électricité à l'époque. Et pendant les fouilles de cette maison, on a retrouvé des squelettes dans le jardin parce qu'en fait, avant, c'était aussi une maison d'expérimentation médicale et il fallait forcément des corps pour faire des autopsies, pour comprendre le corps humain. Et le truc, c'est que les autopsies à l'époque, on ne pouvait les pratiquer que sur des gens qui avaient été exécutés. Sauf que ça n'arrivait pas non plus tous les 4 matins qu'on exécute des gens et que les corps finissent par être autopsiés, surtout dans la maison de Benjamin Franklin. Nous disons qu'ils avaient d'autres manières de se procurer des corps, et comme c'était des corps obtenus de manière illégale, ils ne pouvaient pas ensuite les renvoyer au centre pour qu'ils se fassent enterrer, donc ils les ont enterrés carrément dans le jardin. Donc c'est pas qu'il y avait des meurtres dans cette maison, c'est juste que c'était des corps obtenus de manière illégale. Le prochain stop, c'est Villiers Street. Je ne sais pas comment on dit, si on dit Villiers ou Villiers Street. Mais en tout cas, ça fait référence à Georges Villiers, qui était le premier duc de Buckingham. Et cette rue, elle est pas mal connue pour ses pubs. Donc je vous invite, si jamais vous voulez aller essayer un pub, d'essayer ça dans cette rue-là. Mais également pour ses passages secrets, dont un que vous trouverez, en fait, ça s'appelle The Arches de Villiers Street. Quand vous descendez sur Villiers, vous pouvez directement tourner à droite et c'est en fait un souterrain, forcément, c'est couvert. Il y a dedans le Charing Cross Theatre. En fait, vous êtes géographiquement juste en dessous de la gare de Charing Cross parce qu'à l'époque, c'était des commerces couverts et ça, c'est un des vestiges parce qu'il n'en reste plus beaucoup à l'heure actuelle. Et ces tunnels, c'était aussi l'endroit où pas mal de gens s'étaient abrités pendant le Blitz de Londres. Comme vous pouvez imaginer, ce genre de tunnel, ça a aussi donné lieu à pas mal d'histoires de fantômes. Et on dit qu'il y aurait l'esprit d'un des constructeurs de l'époque victorienne qui serait mort dans la construction de Charing Cross Station, qui serait encore là et qui susurrerait des bruits comme ça dans les murs. À partir de Villiers Street, si vous descendez, vous allez trouver la gare de métro, et c'est aussi une gare maritime, de Embankment. Et juste à côté, à sa gauche, vous allez trouver le York Watergate. Et en fait, ce York Watergate, il a été construit en 1626 et ça servait de quai privé à la York House, qui appartenait justement à ce Georges Villiers, duc de Buckingham. Et en fait, à l'époque, la Tamise était justement jonchée de ce genre de Watergate parce que la Tamise, elle arrivait vraiment au pied de cette porte. Et pourquoi est-ce que la Tamise s'est reculée comme ça par rapport à cette gate? Eh bien tout simplement parce qu'en 1858, il y a eu ce qu'on appelle le Great Stink, donc c'était la grande puanteur, parce qu'en fait il y avait des petits problèmes d'égout à l'époque. En fait la population de Londres a vraiment explosé dans ces années-là, dans le 19e siècle, et en fait les égouts n'étaient pas du tout aptes à gérer les déchets produits par cette population grandissante et croissante. Donc il a fallu refaire le système d'égout complètement. On ne pouvait pas commencer à détruire les bâtiments pour aller mettre les systèmes d'égout. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mangé sur la Tamise pour y mettre des énormes conduits d'égout. Donc maintenant la Tamise, elle est quelques centaines de mètres plus loin parce que justement c'est un système d'égout qui passe en dessous. Et donc la York Watergate est une des seules portes qui est restée et qui témoigne encore de l'endroit où avant la Tamise coulait. Le prochain stop, c'est juste à la suite de cette York Watergate. Probablement que si vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant que vous êtes devant la York Watergate, vous êtes également à ce prochain stop, qui sont les jardins d'Embankment. Donc forcément, comme maintenant la Tamise est quelques centaines de mètres plus loin, la ville de Londres a trouvé ça tout à fait logique d'en faire un petit square, parce qu'il y a beaucoup de petits squares à Londres, et donc en faire un chouette jardin ouvert au public. C'est fermé le soir, ceci dit, donc elle est plutôt en journée. Et c'est un chouette jardin très entretenu, avec beaucoup de fleurs, surtout au printemps, et c'est très agréable de s'y balader, donc je peux que vous le conseiller. Donc dans notre itinéraire, forcément, il faut remonter par les jardins d'Embankment, et ensuite si vous remontez sur le Strand, vous allez trouver l'hôtel de Savoie, enfin le Savoy Hotel, c'est un des hôtels les plus luxueux de Londres. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et cet hôtel, il y a pas mal de légendes aussi qui y sont attachées, dont une qui est liée à une malédiction, comme quoi quand on est à table au Savoy, on ne peut pas avoir un nombre impair d'invités à table. Donc si jamais ça arrive et que vous vous retrouvez avec un nombre impair de gens autour de la table, les membres du staff vont mettre une peluche d'un chat noir qui s'appelle le chat Casper au bout de cette table avec un petit bavoir pour faire office d'invité qui vient compléter un nombre impair et en faire un nombre pair. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le Savoy Hotel pour avoir une référence à ce chat Casper. Si vous allez en dehors et que vous regardez vers l'intérieur de l'hôtel, vous allez voir des buissons en forme de chat qui jonchent l'entrée voiture de l'hôtel. Ensuite, si vous remontez un petit peu plus sur Covent Garden, vous allez trouver Cecil Court. Et Cecil Court, ça a inspiré J.K. Rowling, enfin,
elle n'a pas confirmé, mais beaucoup d'historiens pensent que ça a inspiré J.K. Rowling pour Diagon Alley, donc le chemin de traverse, parce qu'en fait sur cette rue-là, Cecil Court, il y a beaucoup de magasins ésotériques. Déjà que le chemin de traverse ressemble particulièrement à cette rue, c'est probablement pas une coïncidence que ce soit justement une rue avec les magasins ésotériques de Londres. Pas très loin de Cecil Court, vous allez trouver Goodwin's Court. Et Goodwin's Court, c'était un passage secret au XVIIIe siècle. Maintenant, c'est plus si secret que ça. Et elle est célèbre pour les lanternes victoriennes qui y sont pendues. Elle a vraiment une ambiance digne d'Harry Potter. C'est vraiment vieux, un peu sombre. Ça fait un peu penser au chemin de travers. Vous savez, quand Harry prend la poudre de... Je sais plus c'était quoi. Vous savez, quand Harry prend la poudre et qu'il dit chemin de travers au lieu de chemin de traverse, et en anglais c'est Diagonal Alley au lieu de Diagon Alley, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans le côté un peu sombre. Bref, cette rue, elle vous met vraiment dans l'ambiance Harry Potter, elle est vraiment très très chouette, je vous conseille 1000 fois d'y aller. Et le dernier spot, et c'est notre numéro 20, c'est pas lié à l'itinéraire ni de la City, ni de celui Covent Garden / Tamise, mais c'est un truc pour sortir le soir. Et il s'agit de la Silent Disco. Alors la Silent Disco, c'est un concept, mais qui change d'endroit. En gros, le concept, c'est que vous avez un casque sur les oreilles et vous avez 3 canaux différents de tubes de musique parmi lesquels choisir. Et en fait, vous allez voir dans la salle, il y a 3 DJ avec chacun sa couleur. Ils ont 3 types de musique différentes. Il y en a un, en général, c'est du rap. Le deuxième, c'est des musiques un petit peu nostalgie d'années 80 à années 2010-2020. Et le dernier, c'est les musiques contemporaines. Et donc, vous pouvez choisir. Et ce qui est super cool, c'est que si vous avez envie de parler avec vos amis, il suffit d'enlever votre casque et il n'y a pas de musique autour. Donc, non seulement le concept est super chouette, mais en plus de ça, c'est toujours dans des endroits de fou malade. J'ai fait celui à Sea Life, donc c'est l'aquarium à Londres, vous savez, sur Waterloo. J'ai fait le Shard, donc c'est dans le bâtiment le plus haut de Londres, celui qui est en triangle, donc ça donne une vue de nuit qui est imprenable, c'est vraiment génial. Il y a également le musée de sciences naturelles, donc à South Kensington, ou encore la crypte de St. Martin's in Field, c'est sur Trafalgar Square, donc là j'avais été avec ma meilleure amie Emily, c'était trop bien. Je sais aussi qu'en été, ils font pas mal de silent disco sur la Tamise, sur un bateau sur la Tamise, mais peut-être maintenant qu'il y en a d'autres qui sont sortis. En tout cas, si vous cherchez des billets pour ce genre d'activité, tapez simplement sur Google Silent Disco National History Museum, Silent Disco The Crypt, Silent Disco Shard, Silent Disco en général, et vous allez forcément être redirigé vers les pages pertinentes pour prendre vos billets. D'ailleurs, c'est pas très cher. Moi, je me souviens que j'avais payé une 30aine de livres sterling à chaque fois. Pour entrer dans une soirée qui a un tel concept, dans des endroits si connus, et en plus de ça, vous pouvez voir en général ce qu'il y a autour. Par exemple, celle au National History Museum, vous avez accès quand même à quelques salles du musée. Donc franchement, le rapport qualité-prix est plus qu'atteint avec la Silent Disco. Donc voilà, c'en était tout pour mes 20 points, mais je vous avais promis un petit bonus. Et ça, c'est mon petit cadeau. Et c'est pas un endroit particulier, mais c'est plus un truc à appliquer quand vous vous baladez à Londres. C'est un truc que j'applique depuis pas très longtemps, et depuis que je me suis rendu compte de l'importance de ça, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Et il s'agit de regarder autour de vous. Pas seulement regarder les endroits où vous allez, ou juste ce qui est dans votre vue panoramique. Regardez en bas et regardez en haut. Quand je dis regarder en bas, par exemple, dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait cette trend à Londres d'écrire à la craie sur le sol des petits messages, soit encourageants, soit des petits messages philosophiques. Je trouve ça trop cool. Et plus que de regarder en bas, ce qui va vraiment vous émerveiller, c'est de regarder au-dessus de votre champ de vision. Que ce soit juste au-dessus des fenêtres, il y a très souvent des pastilles, soit bleues, soit vertes, qui retracent l'histoire du building sur lesquelles elles sont apposées. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Cecil Court, la rue qui a inspiré le chemin de traverse avec les magasins de livres ésotériques. Il y a justement une pastille bleue sur l'une des maisons qui dit que Mozart et sa sœur, quand ils étaient petits, sont venus loger dans cette maison-là juste avant un concert. Mais des pastilles bleues, il y en a partout dans Londres, principalement dans le centre, et certainement si vous venez visiter pour un week-end ou un peu plus de jours, vous en trouverez plein sur votre passage, et c'est très drôle à collectionner. Personnellement, c'est ce que je fais. Et si vous regardez même au-dessus des fenêtres, souvent dans des buildings en coin, tout au-dessus des bâtiments, il y a très souvent des statues. Alors on ne comprend pas spécialement toujours ce qu'il en est, et si vous regardez sur Google Maps, il n'y a pas toujours d'explication, mais ça reste quand même quelque chose de très chouette à découvrir. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent les yeux, vous pouvez vous dire que c'est un souvenir que vous gardez, que finalement peu de gens peuvent se vanter d'avoir également remarqué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3 parce que j'en ai beaucoup des choses à dire sur cette ville et sur ces trésors cachés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les itinéraires que je vous ai expliqués dans cette vidéo aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.